Guido, c'est à vous. Merci beaucoup, Philippe. Je suis ravi de cette initiative que vous avez prise d'organiser ces hommages en honneur de Jacques de Guenin, que je n'ai pas rencontré souvent. On s'est croisés la première fois à la fin des années 90. J'étais soit chercheur invité à l'Université de Paris Assas, où j'étais déjà professeur invité à l'Université de Paris-Dauphine, donc c'est Pascal qui aurait dû m'inviter. Et j'ai donc dû croiser Jacques de Guenin lors d'une des conférences que Pascal avait coutume d'organiser à l'époque. Et je me souviens que je lui avais recommandé de rentrer en contact avec un groupe américain, donc des libéraux américains, qui cherchaient toujours à avoir des belles destinations pour leurs conférences annuelles de la Individual Society for Individual, non, International Society for Individual Liberty. Et donc je connaissais cette société puisque je l'avais moi-même avec des amis en Allemagne organisé pour eux une conférence à Berlin en 98. Donc je donne cette piste à Jacques et Jacques a immédiatement réagi, s'est mis en contact avec eux et ça s'est soldé effectivement par cette dorénavant célèbre conférence en 2001 en honneur donc du bicentenaire de la naissance de Frédéric Bastiat, qui s'est donc déroulé à Dax. Donc, Jacques était ravi de l'occasion de faire connaître Dax au monde entier. Voilà. Et en plus, donc, sur le plan universitaire, la conférence est soldée donc, par la publication des travaux qui ont été présentés. Voilà. La deuxième fois, on s'est rencontrés à Dax lui-même, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure déjà, Jacques avait donc lancé des conférences à Dax, donc une fois par trimestre, et ça a perdu jusqu'aujourd'hui. Et j'ai été moi-même donc bénéficiaire d'une de ces invitations à la fin de 2002. Donc j'ai donné une conférence sur liberté et sécurité, conférence qui est toujours en ligne pour ceux qui sont intéressés. Et à l'époque, j'avais donc fait la connaissance de son épouse Odile, très charmante dame et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Et j'ai pu donc passer un peu plus de temps avec Jacques et j'ai donc pu constater les grandes qualités qui ont été évoquées tout à l'heure. Et j'ai toujours apprécié, en plus de ces qualités qui ont été évoquées, sa vision et le recul qu'il a toujours su prendre. C'est un homme qui vient de la pratique, donc il avait ce don de prendre le recul par rapport aux problèmes qui se posaient immédiatement et de les situer dans un contexte plus large. Il y a une autre qualité que j'ai beaucoup appréciée, et je ne suis pas un proche ami, je suis un admirateur de loin, donc c'est cette qualité d'être un coéquipier. Il y avait l'humilité de jouer dans l'équipe sans chercher à être la vedette. Je crois que la raison pour laquelle il est devenu président du Cercle Bastiat, c'est que c'était malheureusement lui qui avait l'idée. Il aurait probablement bien voulu être juste le trésorier ou juste membre de l'association, etc. Ça ne l'aurait pas du tout dérangé, mais par malchance, c'était lui qui avait cette idée. Donc, puisque le poste était vide, il fallait faire ça, donc il a pris l'initiative, il est devenu donc le leader de ce groupe pendant quelques années. Donc c'est une qualité rare et très admirable. La troisième occasion, c'était très peu après ma nomination donc en France à l'Université d'Angers. Il m'avait envoyé un mail si j'aurais un peu de temps à lui consacrer. Donc on s'est donné rendez-vous dans un bistrot qui est en fait juste en face, comme j'ai consacré. Je crois que c'était le bistrot ou la brasserie Saint-Jacques, qui est juste en face. Je crois que c'était ça. Ou peut-être à l'époque c'était le vin sobre. Ou le vin sobre, donc un des deux, voilà. Oui. J'étais un peu étonné, d'accord, j'ai apprécié. Donc il m'avait présenté son projet, il voulait donc solliciter de la collaboration pour participer dans la publication en anglais des œuvres complètes de Bastiat, sur lequel il travaillait avec le Liberty Fund, donc une grande institution américaine qui produit de très beaux ouvrages, de très belles reliures, des belles mises en page et surtout très très bien recherchés, très très bien traduits toujours
et avec des belles préfaces. Donc à l'époque, il avait recruté toute une équipe de préfaciers, dont Pascal Salin lui-même a également rédigé une préface. Et il a donc souhaité que je rédige également une préface pour un de ces tomes. Ce qui fut fait. Donc, ma préface a été donc terminée, je crois que c'était fin 2006. Donc, vous voyez, donc les délais sont un peu longs. Donc, fin 2006. Et je peux vous dire que ce tome-là n'a toujours pas été publié. Donc, on attend. Donc là, chez les éditions Charles Coquelin, on est beaucoup plus rapide. Hein. C'est pas l'efficacité de Philippe. La vitesse lumière. Et la toute dernière fois que j'ai rencontré Jacques, il me disait, donc c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois que c'était à la fin lors d'une soutenance de thèse à Paris. Il me dit, donc on avait évoqué encore ce sujet, il me disait, je crois que vous allez vivre la publication de votre préface, mais pas moi. Il avait raison. Donc, homme de la pratique, il avait saisi la réalité mieux que moi-même. Je ne sais pas que je suis triste, mais je regrette quand même un petit peu que Jacques ne puisse pas avoir la publication de ce tour. Bon, grosso modo, c'était tout ce que j'aurais voulu dire. Je peux peut-être rajouter 3 observations sur Bastia, puisqu'on est tous admirateurs de Bastia. C'est aussi une manière de rendre hommage à Jacques, bien sûr, qui a consacré sa retraite à Bastia. Finalement, c'est ça. Alors, ce que Bastia, en tant que théoricien de l'économie, donc il se distingue par un trait qui est très français de quelque manière, c'est donc ce côté axiomatique et déductif. Donc chez les Anglais, Smith, Ricardo, etc., on a une autre approche. Donc parfois on évoque des principes, mais on les évoque en parlant toujours d'un problème concret. C'est notre approche, ce n'est pas faux ou vrai, c'est une autre manière d'aborder les choses. L'approche axiomatique, évidemment, a des grandes vertus pédagogiques, on peut l'enseigner beaucoup plus facilement, elle se prête davantage à convaincre les gens, pourvu qu'on ne s'est pas trompé de principe. Donc, effectivement, Bastia avait ce grand don d'identifier les grands principes de la science économique, de l'analyse du comportement humain, des grands principes tels que l'échange, la propriété, la spoliation, pour n'en évoquer que 3. Il avait ce don d'identifier ça, et donc il y a donc ici directement un deuxième aspect particulier de son approche intellectuelle, de généraliser, de montrer toute la généralité des implications qui en résulté. Ce n'est pas juste un petit problème concret sous considération, donc les Anglais se contentaient là, et puis si le même principe a dû être évoqué pour expliquer autre chose, mais ils revenaient là-dessus, mais sans en tirer, sans en faire un cours. Et Bastia, il avait ce don de montrer toute la richesse des implications qui suivaient, par exemple, du principe de la propriété privée. Il était un grand théoricien de la richesse. Et donc là, il a fait valoir les dons que je viens d'évoquer, notamment en élucidant les 2 sources de la richesse qui sont de la nature d'un côté et le travail de l'homme d'un autre côté. Et en plus, il mettait ceci en relation avec la théorie de la valeur. Donc ça, c'est un aspect un peu plus technique de sa pensée que je ne peux pas résumer, je ne pourrais pas résumer en 1 minute ou 2, hein, mais l'idée c'est que dans ce que nous échangeons, ou les prix que nous payons en échangeant, reflètent toujours la valeur des choses, et cette valeur est une rémunération pour l'apport humain dans la création de richesse. Donc, plus on accumule de travail, donc plus grande est la production grâce au capital et grâce donc à la capacité des outils qui sollicitent donc les forces de la nature et les intègrent dans le processus de production. Donc plus grande est l'utilité que nous produisons, mais l'apport humain peut rester toujours le même qu'auparavant. Donc on paye toujours donc la même valeur tout en ayant donc une utilité de plus en plus grande. C'est ça donc le processus de la création de richesse. Une analyse qui n'a pas été reprise par la suite, mais qui est certes très très originale et pas du tout dépourvue de rigueur. Troisièmement, il est également, et ceci est donc un aspect très fondamental de sa pensée, elle est très originale, il est théoricien de l'État. C'est probablement le premier économiste
qui a saisi l'importance de comprendre l'État comme un objet de recherche et d'expliquer les motivations qui poussent les agents de l'État, donc les fonctionnaires, mais aussi les politiciens et politiciennes qui font rouler la machine de l'État. Donc Bastia est le premier qui reconnaît et souligne le fait que ces agents publics, donc, qui se clament toujours d'être donc, les hommes de l'État, donc ils pensent au bien commun, etc., ont des idées et des intérêts très égoïstes, donc très personnels, etc., qui colorient et parfois donc imprègnent quasiment entièrement leurs activités quotidiennes. Et il a donc réalisé que ces intérêts égoïstes propres poussent également ou expliquent la pérennité des activités de l'État, en dépit du fait qu'on peut démontrer la stérilité de ces interventions. Donc on peut, sur le plan intellectuel, montrer et démontrer encore et encore, voilà, ça n'ajoute rien, et pourtant la chose non seulement reste, mais elle s'agrandit. Et quelle est l'explication? Donc Bastia, en tant que premier, il a donc pointé ceci avec son doigt, et il a donc anticipé à une discipline qui s'appelle aujourd'hui donc, la théorie des choix publics, qui a été donc, réinventée par les Américains dans les années 1960, donc bien un siècle après la mort de Bastia. Et pour finir, Bastia n'a pas passé beaucoup de temps à écrire sur des questions monétaires et financières. Ce sont justement des questions qui sont un petit peu au centre de l'école autrichienne. Ils sont là déjà. Et la réflexion de Pascal. Il n'a pas écrit beaucoup sur sa question. 10 pages, 11 pages. 11 pages. 11 pages dans la ligne de l'Évangile. Pas mal quand même. Donc il a rédigé, donc, il y a 2 grands textes, c'est-à-dire grand, pas long, donc le grand texte, l'un c'est donc Maudit argent, et le deuxième c'est un échange avec Pierre-Joseph Proudhon, donc Proudhon, célèbre socialiste, anarcho-socialiste de l'époque, sur la question de la gratuité du crédit. Donc c'est une question de la plus grande actualité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est d'actualité, parce que justement aujourd'hui, on réfléchit sur les taux d'intérêt négatifs, donc bientôt on va être payé pour nous endetter. Donc le rêve de Proudhon va être mis en place finalement par des personnalités assez banales, pas du tout flamboyants en tant que Proudhon. Et cet échange sur la question est donc toujours très élucidant et montre tout le génie de Bastia. Donc je vous encourage tous, sans même tenter de résumer sa pensée, je vous encourage tous à feuilleter ou à lire ou à étudier attentivement avec un petit crayon à la main ces 100 pages d'échange entre Bastia et Proudhon. Et merci de votre attention.